Aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre période de 64 à 81. On est aux États-Unis et ce que vous avez sous les yeux est une façon, encore une cette semaine, de sortir du musée en intervenant sur site. Ce que j'ai dans le dos aussi, on reconnaît un petit peu de la construction du centre Pompidou. On est autour des années 75. Cette maison ici aussi, un peu avant, elle est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Gordon Matta Clark, qui est mort assez jeune, c'est assez dommage, c'est un de mes artistes de prédilection. Il a eu beaucoup de choses à chercher dans tous les sens. Je redis, je ne vais pas m'adresser à eux tout le temps, puisque j'espère les avoir convaincus un peu que l'art contemporain a à voir avec des formes absolument classiques, en un sens, de la peinture, du dessin, de la photo, de la figuration quelquefois, de l'abstraction et dans son rapport à la décoration. Mais surtout, finalement, si vous n'aimez pas trop la nouveauté, c'était les épisodes précédents qui étaient plus difficiles. Quand on est moderne, on fait le deuil, on élimine tout ce qui était avant, alors que le contemporain passe son temps à questionner sa pratique, sa discipline, à faire une sorte d'historique. Foucault parle d'archéologie, c'est-à-dire quand on fait, il me semble que c'est une des bases d'ailleurs de n'importe quel apprenti philosophe que vous seriez, quand on commence à apprendre quelque chose, on en regarde un peu l'histoire pour voir comment ça s'est orchestré, organisé. L'art contemporain s'appuie continuellement sur pas seulement des références historiques pour valider son propos, mais aussi il questionne sa pratique, il est en train de réfléchir. C'est là où il peut être allusif et faire des références qu'on ne connaît pas, mais aussi il est l'occasion pour les tout petits enquêteurs que nous sommes à chaque fois de creuser pourquoi il y a ça, d'où ça vient, etc. Et hier, j'ai parlé du classicisme, du dessin j'allais dire Pignon Ernest, mais on pourra le mettre dedans aussi d'ailleurs, il faudra que j'en parle plus tard, de Buren sur le classique et sur le dessin de Christo. On a des éléments de travail avec l'histoire de sa discipline, de place du dessin qui est tout aussi importante dans tous ces éléments-là. Et chez Matta Clark, c'est assez présent. Un dessin abstrait qui est tout à fait passionnant. Et finalement, cette façon de sortir du musée est aussi l'occasion de voir comment la discipline elle-même peut être interrogée. Elle va être au cœur d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, la ville. C'est-à-dire que pour ne pas être dans les musées, voilà le Matta Clark de droite en 71 à New York, dans une ville qui est en future faillite, qui va être le terrain de jeu, et c'est pas anodin qu'il s'y intéresse dès début du graffiti, de la peinture sur mur pour mettre son nom, tag, ou pour faire des fresques un peu plus élaborées, de la danse de rue qui va avec. Il va être un des premiers à faire des photos de ça avec des graffitis très très moches, presque sans intérêt, mais avec cette deuxième chose que je voulais expliquer sur le contemporain, c'est pas seulement le rapport à la discipline et à l'archéologie de sa discipline qui fait qu'on a un art actuel mais qui travaille sur le passé continuellement, c'est aussi cette place des documents, cette façon dont tous les éléments autour du travail plan en amont, recherche, idées, lecture, collection personnelle d'œuvres. On avait déjà vu que Rodin collectionnait beaucoup et que dans toutes ses œuvres égyptiennes, orientales, d'Amérique du Sud, tout ça a constitué son, on dirait, background, tout son bagage qui lui fait travailler pas à partir de rien. En fait. Être artiste, c'est d'abord être spectateur de quelque chose et de cette pratique on peut, et c'est là où je peux dire que celui-ci est un de mes préférés, ce que je fais quand je dessine ou peins personnellement n'a rien à voir avec sa pratique. Mais c'est ce pas de côté aussi qui m'intéresse beaucoup, qui me fait voir tout à fait autrement son travail. Il a un rapport à l'histoire de l'art qui est encore plus redoutablement présent, Gordon Matta Clark, c'est son nom, c'est qu'il est le fils de Roberto Matta, le surréaliste qui était parti vivre aux États-Unis. Il faisait des formes un peu extraordinaires. Et il est le frère, maintenant qu'il a disparu, d'un merveilleux illustrateur qui s'appelle Eduardo Mata. C'est pas Muncho, ah mince, le frère de Mata Clark. Je vais y arriver, m'aidez pas, merci. Et ce qui m'intéresse chez Mata Clark, cette idée de sortir en extérieur, d'aller dehors et issu des études d'architecture. Et il se rend compte lors de ses études, on est en pleine architecture formelle, fonctionnelle, la plus efficace possible. Et
Et il se rend compte que cette architecture n'a pas donné beaucoup de joie, de bonheur, d'innovation aux gens qui y habitent. Et cette destruction d'un New York qui est en ruine, presque, on a peine à imaginer que c'est pas si vieux que ça, le convainc que l'architecture, c'est pas exactement ce qui pourrait rendre heureux les hommes. Et il va s'intéresser assez tôt à la destruction, au fait que petit à petit, dans des endroits d'exclusion, on va vider des maisons, les faire disparaître. Il va travailler sur des maisons abandonnées en vrai. Et par exemple, tous ces morceaux de papier peint, il va en prendre des photos, les collectionner comme traces d'une vie. Je parlais d'Ernest Pignon-Ernest qui travaille aussi sur le même genre de choses, intervention sur site, dans des lieux chargés d'une petite histoire, pas de la grande histoire, de celle qui s'efface habituellement. Et cette pelade, c'est à la fois une trace sociologique, une sorte de souvenir qui devient des séries de photos qu'il va petit à petit fabriquer, transformer en livre et qu'il va produire sous forme de papier peint eux-mêmes, une sorte de paradoxe, mais qui, quand on le regarde, fait penser à Rothko, fait penser à ce qui est propre à l'art contemporain dont je parlais, une relecture de l'art moderne qui l'a précédé. Je pourrais vous montrer ces images-là en vous disant que c'est de la peinture abstraite et c'est déjà très beau. C'est très beau. C'est un jeu d'une sérigraphie qui décale un peu son impression. Vous voyez, il y a un petit jeu de flou qui fait qu'en plus, le support du livre, voilà encore une nouveauté de l'art contemporain, le livre comme objet de production, comme œuvre, et on verra des livres d'artistes bientôt, devient une façon de questionner la peinture, le support, la reproductibilité, le fait qu'un livre peut se distribuer et peut devenir, une fois pris en photo et retravaillé en sérigraphie, une espèce de multiple accroché sur le mur. Quand ça a été repris il y a peu, puisqu'il y a eu une très belle exposition Mata Clark à la maison de la photo au Jeu de Paume, on avait punaisé, on pouvait les soulever et on va le voir dans le petit film tout de suite, les sérigraphies, puisque quand Mata Clark fabrique ces espèces de matrices, de formes, de couleurs qui peuvent se retrouver partout, il les imprime pour qu'on puisse les emporter, pour qu'à notre tour, on puisse les accrocher chez nous comme un petit poster un souvenir de ce qui est autour de nous. Comme un deuxième retour, je vais y arriver de... Bon, là, j'ai mis le son, mais c'est le son. Ah, attends, pourquoi il y a Claude qui arrive? Bougez pas 2 secondes. Tac. Pardon. Un petit détour par ce musée du Jeu de Paume où il fut exposé. Gordon Mata Clark was born in New York City in 1943, and he was the son of the Surrealist painter Roberto Mata, and his mother was an American, Anne Clark. Gordon Mata Clark ended up going to Cornell University to study architecture, and at that time they were very much studying a lot of the modernist architects and their theories, and this is something that Gordon became quite critical of. He felt that this sort of what contemporary architecture and what it was proposing wasn't actually addressing the needs of the people of cities at the time. And so though he got a degree in architecture, he never actually went to work for an architect. When he's finishing his degree at Cornell, he meets Robert Smithson, another artist dealing with earth art. And in my view, that meeting was very important. It looks like at that moment he saw a possibility that he would become an artist. Première remarque, vous voyez que la formation d'architecte lui permet d'avoir un regard sur son histoire de l'architecture, je l'ai évoqué, mais aussi que les images de ville où on voit le jeune Mata Clark qui passe sont pas très brillantes et ne ressemblent pas à des beaux livres d'architecture simples. On a à leur gauche, évidemment, la série de sérigraphie.
around this time, he was also very disturbed by some of the crises that were happening in New York City. New York City was incredibly economically bereft. It actually went bankrupt in 1975, and there were a lot of neighborhoods that were in very poor condition. Probably the worst was the South Bronx, where there was a lot of abandoned structures, and Gordon was very aware of this, and he wanted to make works that were highlighting this plight of people, the failure of architecture, the failure of city planning, while also proposing, you know, something else that could happen. On va y revenir juste après. Le parti pris de Mata Clark, c'est pas seulement de sortir dehors pour sortir du musée. Robert Smithson, qu'il a rencontré, va faire partie des fondateurs de ce qu'on appellera le land art, qu'on va voir tout bientôt. C'est aussi un geste politique que de regarder ce qui est autour de lui. C'est le premier. Alors, je vous disais que les graffitis, ce n'est pas ceux des livres de Chalfant qui valorisent l'art du futur street art. Ça, c'est plutôt les années 2000. On est dans les années 73 et il va prendre en photo cette ville pauvre qui met de la couleur. Vous allez me dire, c'est modeste, mais les gens qui le font le sont. On a une conjonction d'éléments dont je parlerai plus tard, c'est que la bombe de peinture va arriver et ces endroits sont complètement laissés à l'abandon, puisque la plupart du temps, on laisse les bâtiments s'effondrer pour pouvoir toucher une prime d'assurance ou à la limite, on va mettre le feu à ces bâtiments pour qu'ils puissent être détruits et qu'on puisse reconstruire par-dessus. S'il y a une histoire du Bronx et de la culture hip-hop qui naît à ce moment-là, c'est surtout le miracle d'être encore dans la création alors que tous les éléments poussent à être plutôt désespérés socialement. Une ville qui est en faillite, c'est quand même pas rien. Mata Clark va s'intéresser aux traces de vie dans cette ville, traces sur les papiers peints, traces sur les graffitis, et au fait qu'il y ait la possibilité de maintenir quelque chose, une trace, une envie de créer dans quelque chose qui tombe en fait, qui s'écroule. Et le voilà en train de travailler en extérieur d'une façon qui est incroyablement audacieuse. On est en 74, elle s'appelle Splitting, ce qui veut dire exploser. Une maison à l'abandon, c'est quand même la moindre des éléments importants, dans laquelle il va entrer avec des assistants qu'il va décider de couper en deux. C'est le moment où son diplôme d'architecture peut plutôt servir, puisque le voici suspendu à un fil en train de tronçonner doucement la maison à l'abandon, une sorte de geste complètement absurde, complètement fou, qui donne cette merveille d'image, où vous comprenez, je vais le répéter 100 000 fois, le document, c'est-à-dire cette maison, il faut voir le moment où elle se découpe, il faut le voir en vrai, mais encore à peine. On va voir qu'est-ce que Gordon Mata Clark expose dans les musées, et il a besoin d'être filmé, il y en a, pris en photo, montrer des plans, des dessins qui expliquent, qui accompagnent cette démarche de faire comprendre cet abandon qui est en train de se mettre en place. Voilà, des calculs préalables qui lui permettent de trouer complètement l'ensemble de l'architecture. À la fois un geste de destruction, à la fois un geste de révélation par la destruction, et pas un geste qui prend 2 secondes, c'est quand même plus facile de déchirer un papier et de le coller. Des images qui sont très belles finalement, puisque on a, je le rejoins Buren et Christo, on a finalement quelque chose qui est de l'ordre de la géométrie, qui est très élégant. On va le voir dès qu'il prend du recul, puisque vous le voyez sur la rambarde elle-même, juste ici. On a du mal à voir les images parce qu'on est tellement habitué qu'une déchirure soit sur le haut et pas sur le côté, qu'on ne sait pas si on est en dessous. Non, on est sur le sol et on a tous les éléments qui devraient être face à nous. Les coins également, parce que je vous signale, et c'est une des missions de Mata Clark, et je vous surprends, moi qui vous regarde maintenant, en train de ne pas avoir vu que cette maison avait perdu ses oreilles sur le côté. Oreilles découpées dans la masse aussi. Il faut à la fois que la découpe permette nettement d'avoir un détail, et à la fois qu'elle permette qu'il n'y ait pas écroulement. On exposera des photos de chacune de ces étapes, et les oreilles de la maison, dans un vide qui se fabrique à partir de ces rebords. Une démarche qui est tout à fait simple, qui est tout à fait sortie du musée, pas plus, on ne peut pas faire ça dans le musée, il ne serait pas d'accord, et une façon
d'inviter dans le musée à regarder à la fois formellement quelque chose d'assez simple, on est sur des formes géométriques les plus simples possibles, et à la fois une façon de questionner ce travail qui a été fait au dehors. Par exemple, photo, vidéo, je vais le montrer tout de suite, mais même photomontage qui permettent de montrer comment était la maison avant qu'elle explose. C'est-à-dire, vous le devinez, une photo dans un sens, une photo dans un autre sens, une photo en dessous qui, pliée et posée de cette façon-là, va faire comprendre l'ouverture de la maison. On a moyen de le regarder ici parce qu'il a documenté en 1974 cette transformation d'un film muet, alors je vais pouvoir parler par-dessus, où on voit cet énorme travail d'explosion, de séparation de l'un par rapport à l'autre. À la fois la pauvreté du bâtiment, on va avancer comme ça va marcher. Pas du tout, ça n'a pas marché. À la fois des outils rudimentaires, qui fait qu'il intervient sur un site qu'il ne connaît pas forcément. On va regarder comment il s'arnache, parce que c'est quand même pas rien. Et on coupe. Je vois aussi un petit point commun particulièrement contemporain dont je parlais avec Christo, c'est-à-dire le rapport à la technique, le rapport au fait que vous vous êtes peut-être jamais imaginé ça, c'est l'occasion d'une discussion au dîner ce soir. Si tu coupes une maison en deux et que tu es dedans, normalement, elle te tombe sur la gueule. Donc, il faut savoir où couper, il faut connaître tout un tas d'éléments structurels pour savoir de quelle façon il faut couper. Et vous allez voir dans les exemples suivants que Mata Clark ne coupe pas n'importe où. Il a une façon de questionner la fragilité du bâtiment et de lui faire dire, par ce vide en fait, parce que le début de sa carrière, c'est plutôt de ôter des formes et de les exposer, par ce vide de faire comprendre qu'est-ce qui est en train de disparaître. C'est un métier qui était dangereux. Incroyable audace de ce travail. Incroyable simplicité. Simplicité qui va avec le travail de Christo et de Buren, cette géométrie de séparation. C'est-à-dire le fait que, et on va le voir sur le travail du land art, un lien à la peinture abstraite, à la sculpture abstraite, à la géométrie, c'est ce qui fait que, comme je l'ai dans mon dos, une forme ronde, circulaire, plutôt, la netteté de cette circulaire géométrique va suffire à ce qu'on voit qu'il y a intervention d'artiste. Si on faisait une sorte de gros bloc défoncé flou, on ne comprendrait pas à quel point il y a séparation. Un petit coup de levier pour aider. Merveille de simplicité, merveille de folie de travail, et on ne serait pas loin aussi du Tinguely en train de créer son cyclope dans la forêt avec ses amis, à tracter des wagons sur le haut des arbres, ce qui me fait dire aussi à ceux qui auraient des doutes sur le travail à l'intérieur de l'art contemporain, c'est peut-être pas le même que celui d'apprendre à prendre des proportions, mais il y en a, et c'est rien de le dire. C'est pas le travail qui donne la valeur à l'œuvre, mais c'est pas du tout un calcul anodin. Même chose avec cette pièce qui est encore plus un chef-d'œuvre à mon avis. Une découpe dans un entrepôt, découpe une forme vide aux États-Unis, qu'on voit de l'intérieur, qui donne une espèce de mystère très étonnant, très puissant en fait, de cette trouée de soleil qui arrive vers nous par un endroit qu'elle ne devrait pas avoir, qui ne suit aucune logique constructive. Qu'est-ce qui est exposé? Les deux photos à chaque fois. Le bâtiment est détruit depuis longtemps. Il a une façon de montrer par le document de la photo quelque chose qui a eu lieu, éphémère, et qu'il revient convoquer comme ça, qui en plus prend plus de force parce que la forme est assez curieuse, mais surtout le titre Day End, pour avoir fait potasser des générations d'étudiants de prépa, est-ce que c'est la fin du jour? Est-ce que c'est la fin de ce bâtiment?
est-ce que c'est... ça a l'air tout bête, mais quand on voit ces deux images, on ne comprend pas tout de suite, et pas tout le monde, que c'est dedans et que la forme noire, c'est la forme blanche. Ici, foncé, ici clair. Il y a une espèce de jeu intellectuel qui fait que je me projette dans le bâtiment et que cette fin du jour, ce n'est pas forcément la fin du soleil, c'est peut-être aussi la fin d'une société industrielle qui avait construit ces bâtiments et qui disparaît avec elle. Un petit chef-d'œuvre. Une merveille qu'on n'imagine pas réelle. Un truc complètement fou. Si j'en reviens à notre explication du début, he uses the Bronx in a sense as a test site. So the cuts that he does in the Bronx, it's the smaller cuts. At that time, art for him is still the object. You know, he goes into those buildings to take a piece of the building and show as a sculpture. Later, that practice changes and the art becomes the void. What he takes out is what the work is. So it's not the object that he took from the wall, but it's the hole that he left on the wall that it's the artwork. But cuts that would be located in places that would make it difficult to move through the space. So the cut would happen perhaps where a doorway is. So in order... Pour marquer, et elles veulent commenter à quel point, formellement, ce sont des formes très simples, et tout le fouillis de la vieillerie contraste avec cette netteté. Et à quel point, j'exagère pas, ce qu'on a sous les yeux, c'est la suite de Rothko, en fait. C'est une peinture en 3 morceaux rectangulaires, dans lesquels quelque chose est raconté. Une sorte de relecture contemporaine de l'histoire de l'art moderne. For you to move from one room to the other, then you have to go over this hole. And in that way, it's kind of a metaphor for how unusable these spaces had become, how impossible they were for the residents who were supposed to inhabit them. And at the same time, when he was up in the South Bronx, he was also observing the outside of the buildings. And what was left was this sort of after effect of what was in an interior space now on the exterior of the building, these walls that... Voilà, tout ce qui était dedans est devenu dehors. Tout cet effet d'inversion, de montrer ce qui est dedans, c'est aussi son questionnement. Comment les gens qui étaient dedans se sont fait virer dehors. Are now exposed. And so he took a series of photographs of these walls, and from these prints that he made, he created a wallpaper. And in addition to doing this monumental sort of installation, he had a pile of these papers on the gallery floor and encouraged people to take some with them so they could take these walls home and put it on their own walls. Voilà, parce que le dernier morceau de chef-d'œuvre avant qu'il ne meure tout jeune, c'est une invitation du son de Pompidou. Il va arriver bientôt dans notre histoire, en 77, mais on commence à le penser et construire à l'avance. Voici le centre derrière, pas encore coloré, et juste avec sa structure, petit chef-d'œuvre de l'histoire du XXe siècle. À côté, une vieille maison, encore debout. Gordon Matta Clark va l'investir pour y fabriquer un trou, mais pas qu'un trou. Il va passer beaucoup de temps à découper, tordre, opérer un cône dans lequel il ouvre. Très spectaculaire travail, dans lequel il n'y a pas grand monde qui peut voir cette vue. On va voir la ville, et où les vidéos que je ne vous montrerai pas là, mais on voit les passants, les gens qui passent qui sont au bar, qui se demandent un peu qu'est-ce que c'est que ça, et qui, par ce geste-là, sont attirés sur ce qui est autour d'eux, avant que le bâtiment ne soit détruit. Ce cône, il n'est pas seulement un tour de force technique et une espèce de surprise qui vient regarder la ville et faire regarder la ville autrement. Il est encore plus puissant parce qu'il est conique et il est une espèce de creux qui joue avec toute la structure qui est autour. Toute la structure, ma photo est de travers exprès pour qu'on comprenne qu'il y a un cône. Système de cône qui peut se retrouver dans le travail de Matta Clark
le co-commissaire vient de l'expliquer. En fait, à une époque, des débuts, il coupe un morceau qu'il va exposer. C'est une sorte de sculpture brute, une forme simple, comme l'art minimal de l'époque aurait pu le montrer, mais qui vient de l'extérieur et qui donc joue avec cette forme minimale, ce cube ou cette boule, rien de plus. Ici, c'est le vide qui devient l'œuvre d'art. Et ce qui devient intéressant, c'est que, hormis la prouesse technique, c'est que cette forme, finalement, elle est continuellement une espèce de jeu avec l'histoire du dessin, à la fois quand on regarde les plans de Mata Clark, à la fois quand on regarde les pièces qui sont sauvegardées. C'est des photos qui sont très intéressantes, puisqu'on en a le souvenir, c'est un document, mais ça devient formellement quelque chose d'autre, qui viennent en clin d'œil au dessin de Mata Clark. Parce que si je vous montrais seulement le travail de dessin de Mata Clark, on pourrait se dire, oui, c'est formel. Les dessins de Mata Clark sont tout à fait intéressants dans leur délicatesse par rapport à la puissance du travail sur le site. Un jeu de vrille, vous voyez, on a une forme découpée, mais qui a l'air comme un ruban, de se tordre sur elle-même, comme un os qui pousserait et qui, dans un axe suivant, changerait de plan, qu'on retrouve dans la présentation du travail. Sortir du musée, c'est une façon de ressourcer sa pratique, de se confronter à la difficulté du terrain, mais aussi de questionner cette histoire de l'art qui a fabriqué tout cet ensemble de systèmes. Mata Clark a un peu écrit, et ce qui est dit dans cette petite capture, c'est que finalement sa façon de travailler ressemble beaucoup à quelque chose qui l'a intéressé, à la fois l'alchimie et la cuisine. Il a participé à un restaurant à un moment donné pour transformer la vision extérieure. Un petit détour dernier pour voir comment il travaille. I think what's so interesting about Gordon is that he never shied away from problem. He would always go to very contested areas. There was a highway, an elevated highway that had collapsed the year before. So that area in New York was basically inaccessible. Only people on the fringe, they would go there because they knew that the police didn't want to go around there. Now, it seemed that he wanted to do a park or a temple for light and water. But I think he believed that if he would do this, as he said, a temple of light and water, people would come. He was very interested, I think, in the mainstream. But what happened was that he did not have permission to do that work, and the city of New York was suing him. So if he stayed in New York, he probably would go to jail. So he comes to Paris basically to escape New York. Allez, à Paris. And when he comes to Paris, he's invited to do a work here. There was the construction of the Centre Pompidou, so he actually produces a work that it's in a very contested area in Paris, which is the transformation of Liale. Those buildings, they were being slotted for demolition. And it's a really wonderful work in the sense that he has a very abstract idea. The cone, of course, is a very geometric, conceptual shape, but he carves that into these old structures. So the mix of the handmade and the conceptual in that work is just phenomenal. So I think the work, in a sense, it's art, it's geometric, it's architecture, but it's a history, it's political. And I think that's what it's so good about Gordon's work, that he mixes everything in one package. Et c'est là où vous mesurez que d'un simple trou béal, il y a en effet dans l'art contemporain quelque chose d'assez radical. Sortir du musée, venir interpeller le public à un autre endroit que celui qui est prévu, et quelque chose de très référentiel. C'est le commentaire intelligent vient de le signaler, c'est que
il y a aussi une histoire de destruction et de conservation dans les endroits où il se trouve, et donc de quelque chose de fondamentalement politique. Je voudrais vous montrer un exemple que j'ai eu l'idée de mettre en vis-à-vis parce qu'il est à la fois pas proche et à la fois très proche. C'est le travail d'une chorégraphe merveilleuse dont on peut retrouver dans la danse américaine 2 petites interviews d'Art Press. C'est le numéro 44. Voilà Trisha Brown, formée au Judson Church Theatre. Elle est morte il n'y a pas très longtemps. Et on va la voir tout de suite en train de travailler. Vous allez me dire quel rapport il y a entre les deux. C'est facile à dire, facile. Elle va danser dans la rue. Et surtout, c'est pour ça que je voudrais commencer par ça, puisqu'elle arrive à New York en 61. Elle est admirée par des centaines de chorégraphes. Elle va, dans ce film où on la voit répéter, travailler à transformer, elle n'est pas la seule, la danse vers du contemporain. Et on est dans le même schéma que ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire danser, c'est aussi partir de gestes tout à fait quotidiens. Vous allez voir qu'elle fait des gestes complètement banaux, et que de ces gestes-là, elle cherche une espèce de vocabulaire qui pourra permettre petit à petit de s'assembler pour faire danse. La voici tout de suite. Start. Started. Starting. To talk. Voilà, geste simple qu'on ferait en rééducation psychomotrice s'il y avait besoin d'une ergothérapeute, j'en connais une. Geste simple qui n'est pas du vocabulaire classique de la danse, qui est du vocabulaire moderne, qui s'est appuyé sur d'autres danses. Vous vous rappelez Ruth Saint-Denis qui a été chercher dans la danse orientale des postures de main, comme on danse, je ne sais pas le faire, mais à Bali. Ils se sont nourris d'autres formes qui sont venues transformer notre façon de donner du sens au geste. Ce qui est passionnant chez Trisha Brown dans ce passage-là et dans sa danse en général, c'est la façon dont des choses qui ont l'air le moins possible de la danse, tourner ses pouces, et je ne sais pas comment le dire parce que c'est propre à elle, mais c'est comme si elle se projetait en arrière pour tomber et qu'elle en fasse une espèce de forme, de vocabulaire, qui fait que dans cette façon, et c'est un des points communs, le premier avec Mata Clark, dans cette façon d'être verticale, d'avoir de la lourdeur ou de la gravité, elle est toujours en train d'un peu tomber. Cette espèce de rythme répété de gestes anodins, de jeu avec la pesanteur qui va faire le vocabulaire propre à Trisha Brown. Doing this dance, is like opening a front-loading washing machine while doing a load of typewriters. The first time I performed this dance, it was four and a half minutes long.
Voilà, je n'ai pas tout à fait les mots, même si l'histoire de la danse m'intéresse beaucoup. Danser en reculant. To the Grateful Dead, Uncle John's band. The next time, it was 55 minutes long. And in silence. Vous comprenez que l'effet de répétition, on le retrouve dans son travail. Et le rapport avec la ville, vous allez me dire, où est-il? Il est en train d'arriver sur le fait que Trisha Brown soit aussi chorégraphe, en plus d'être danseuse. On lui pose la question dans ce petit interview de Laurence Loup, qui est spécialiste de l'histoire de la danse. Avant, vous n'aviez pas de musique qui accompagnait votre travail. Et l'extrait qu'on vient de voir en fait partie aussi. Alors que depuis 1978, en travaillant avec Donald Judd, l'artiste minimal, pour Son of Gone Fishing, 81, avec Robert Rauschenberg, pour Set and Reset, j'ai réussi à le placer, merci, 83, Glacial Decoy, qui est entré à l'Opéra de Paris depuis 1978. Quel est votre rapport aux arts plastiques en général? C'est simple, je suis moi-même plasticienne. Ce que j'ai fait était de la peinture. Si mon travail a changé de nature, c'est avant tout pour des raisons économiques. Pour survivre, le danseur doit s'intégrer au système spectaculaire. Je suis donc entré dans les théâtres, j'ai découvert ce qu'était un univers théâtral. Ce n'est pas forcément le cas dans ses premières pièces, parce qu'elle fait, ce que vous avez sous les yeux ici, elle pose des questions à la danse en réunissant deux danseurs, et vous comprenez que si l'un lâche, l'autre ne va pas aller très loin, et en les faisant danser en duo de cette façon-là, dans la rue notamment. Pas facile. Une façon de transformer le vocabulaire de la danse en le questionnant par le fondamental, la pesanteur. Là aussi, je pourrais dire, comme pour Mata Clark, c'est assez simple, cette recherche. Contrairement à une idée fausse, il ne s'agit pas de se compliquer la vie, il s'agit de trouver de nouvelles formes. Et par ce travail sur la verticalité, ce qui est la base de la danse, le saut, le déport en arrière, la chute, que vous devez contrôler quand vous dansez, la questionner en créant des duos. Questionnement du même ordre, quand Trisha Brown, Walking on the Wall, 1971, fait danser des artistes sur la verticale du mur. Danser dans un autre rapport au spectateur, danser dans un autre rapport à son propre corps. Vous vous doutez qu'il faut être harnaché et pousser sur ses jambes beaucoup, marcher, prendre la marche comme quelque chose de la base du travail de la danse, alors qu'on pourrait assez naturellement les distinguer l'un de l'autre. J'ai marché, pas dansé. Peut-être que je ne marche pas très bien. Ces derniers temps, moins. Questionner la même chose en le faisant dans la ville.
avec des spectateurs qui viennent découvrir, admirer cette descente verticale chorégraphiée par Trishabran. Danser sur des toits de New York, on devine, un petit, qui se répondent dans un décor autre que celui de la scène, de celui de la galerie, questionner le rapport du musée qui s'était institutionnalisé en le sortant sur un autre domaine n'est pas provoquer, n'est pas changer le rapport au spectateur, même si évidemment, sur invitation dans un contexte tout à fait différent, il va pouvoir assister au spectacle. C'est une façon aussi de venir chercher d'autres formes nouvelles et faire regarder autrement. Là, par la couleur, soyons simples, un petit élément de couleur va nous aider plus facilement à voir et pour que le corps puisse exister dans l'espace, comme Buren le questionnait avec ses rayures et drapeaux. Il y a moyen de questionner la pratique de la danse, mais aussi la place du corps dans la vie. Des solos, puisque Trisha Brown, je vous disais, est aussi danseuse, elle va longtemps danser dans le silence. Et mon lien avec Mata Clark, le second, c'est celui du travail sur la lourdeur, en fait, sur le fait que quelque chose tienne debout et que tout doucement, on l'a vu un peu dans cette recherche de chorégraphie, comment tout doucement quelque chose chute et vous fait vous départir. Là où ils ont un troisième point commun, c'est, je disais quelque chose de plus classique finalement, une danse avec son corps sur une feuille de papier en train de tracer avec ce gros fusain et avec ses pieds nécessairement des mouvements qui ne sont pas ceux du corps, mais que le corps va fabriquer pour parcourir cette feuille, qui va être à la fois la trace et pas l'œuvre de l'ensemble de la pratique de cette fois-ci. On a un jeu de décalage entre le document qui sert à le montrer, ma photo, la trace de l'œuvre qui reste, le dessin, mais qui n'est pas l'œuvre vraiment. Une façon d'ouvrir le rendu de l'ensemble. Une petite divertissement avant de s'en aller. Parce que je sens que, échauffé comme vous l'êtes, vous allez avoir envie de connaître le merveilleux Willy Dorner. Chorégraphie tout à fait contemporaine. Je sors de mon domaine, mais je sais que ça va vous plaire, cette façon de venir questionner la ville et de la réveiller. On verra demain que le land art passe son temps à regarder autrement la ville et puis travailler sur le rapport à la nature. Willy Dorner est invité à faire des chorégraphies en ville. Il a une troupe de danseurs habillés d'une façon très, très reconnaissable et vous allez penser que je suis obsédé, mais qui fait des formes très géométriques, très simples. On devine, quand il se balade dans cette performance à Bristol en 2007, le public est autour. Le public va suivre les danseurs un peu partout pour voir à quel endroit ils s'arrêtent pour fabriquer une forme qui a été répétée et étudiée en fonction de l'espace où on se trouve. Une façon pas seulement de questionner, et c'est cette question-là qui me passionne le plus, c'est pas une façon de sortir du musée ou du théâtre et de faire un truc un peu plus branché en étant dehors, c'est une façon aussi de regarder cet espace qu'on nous a fabriqué, ce qui était la base des études d'architecture de Mata Clark. Qu'est-ce que c'est que cet espace qui est devant nous là? Il est fait pour quoi? Qu'est-ce que c'est que ces trous? Qui vient ici? On dirait qu'il y a une petite caméra de surveillance. Qu'est-ce que c'est que ces espaces vides, ces interstices qui servent à rien, dans lesquels l'absurdité du corps, assez virtuose techniquement d'ailleurs, parce que pour tenir comme ça sans se blesser, il va falloir bien répéter, comment cet amas presque absurde, et on pourrait penser à Decoufflé dans la façon de jouer avec ses survêtements colorés, on va y venir aussi. Cette danse française va arriver juste après, dans les années 80, juste après ce renouveau de la danse contemporaine aux États-Unis en 70. Voilà. Il s'agit de jouer, il s'agit d'amuser, il s'agit d'être pas là où on l'attend, mais aussi de questionner, et c'est ça qui m'intéresse, qu'est-ce que c'est que ces trous urbains qui servent à rien? Qu'est-ce que c'est que ces éléments abandonnés qui font que quelquefois c'est assez marrant, ce corps presque idiot, qui ne se tient pas comme il devrait, qui ne se met pas à l'endroit où il devrait, parce que, supposons un instant que j'ai le niveau technique pour le faire, je ne me serais pas mis comme ça dans la boîte. Là, peut-être, et encore,
on aurait tendance à mettre la tête vers le haut et pas se mettre en danger de cette façon-là. Le corps va devenir la mesure absurde de ces espaces urbains, de cet endroit où on n'a pas l'idée qu'on doit être parce que la ville décide de notre pratique. Cette façon d'aller dehors n'est pas qu'une question de nouveauté, de façon de contourner le lieu de la ville. Il est une façon d'interroger la ville aussi. Et les performances de Willy Dorner fonctionnent très très bien. Beaucoup de gens les suivent et beaucoup de gens, et c'est l'idée, qui n'étaient pas prévus dans le programme, vont finir par les suivre également. Celle-ci est encore plus virtuose. Voilà. Comment décorer votre ville, comment la réenchanter facilement, comment lui mettre un peu de couleur. C'est simple. On peut, par le corps, travailler les espaces qui sont autour de nous. Vous reconnaissez le petit bout d'escalier de la Bibliothèque nationale. Vous reconnaissez que c'est pris, vous ne pouvez pas vous asseoir, désolé. Vous reconnaissez, je dirais bien à Nice, Monsieur Claude a vérifié, en Angleterre, que la façon d'interroger l'absurdité de l'environnement urbain, c'est aussi ce que les artistes font quand ils l'investissent. À demain. Échauffez-vous parce que ce week-end, c'est ça qu'on fait. Achetez votre survêt de couleur.